Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose, pour les curieux, la démonstration de quelque chose qui est hors programme de terminale parce qu'on va utiliser un théorème dit des l'égalité des accroissements finis que vous verrez l'année prochaine pour ceux qui feront des maths. Alors, c'est une vidéo destinée à compléter un petit manque, on va dire, quelque chose qu'on admet dans le programme et qui peut peut-être un petit peu, certains, vous rendre curieux. On définit la convexité par des cordes et des séquentes, je vous expliquerai ce que c'est juste après, en disant qu'une fonction est convexe sur l'intervalle si, eh bien, à chaque fois, eh bien, la courbe est en dessous de ces cordes, en dessous du segment AB. Et ensuite, on passe directement à un lien avec les tangentes. Voilà. Au programme, officiellement, vous avez à savoir, on ne va pas dire par cœur, mais à savoir analyser en tout cas la démonstration du lien entre convexité et position par rapport aux tangentes, mais vous n'avez pas à savoir faire le lien entre la convexité et la position par rapport aux cordes. Eh bien, je me propose ici de vous expliquer, en tout cas de vous démontrer quelque chose qui est assez joli à démontrer avec des outils de terminale, sauf, je vous dis, un petit théorème à un moment, pas un petit théorème, un grand théorème à un moment. Et donc, cette propriété qu'on va démontrer aujourd'hui, c'est montrer que si f seconde est positif sur un intervalle, alors la courbe est toujours en dessous de toutes ces cordes sur i. D'accord ? Avec une démonstration qui utilise uniquement des dérivés et des études de signes, et qui nécessite, je le répète, l'utilisation d'un théorème fondamental à l'égalité des accroissements finis. Voilà. Donc on est parti pour cette jolie démonstration. Tout d'abord, un petit peu de vocabulaire. Donc vous avez ici une courbe, j'ai pris la courbe de S carré, une fonction convexe que vous connaissez par cœur. Et bien quand on relie deux points, A et B, eh bien, si on trace sa droite, cette droite s'appelle une séquente. D'accord ? Et donc c'est une droite, donc c'est la droite AB. Si vous regardez uniquement le segment AB, eh bien, c'est-à-dire la partie qui rejoint les deux points, sans les extérieurs, eh bien, ça s'appelle une corde. Et donc, ici, le lien entre convexité et corde, eh bien, c'est que si vous regardez entre les points A et B, eh bien, la courbe, si la fonction est convexe, eh bien, elle est toujours en dessous. D'accord ? Eh bien, voilà ce qu'on se propose aujourd'hui de montrer. C'est que si la dérivée seconde est positive, alors, eh bien, la courbe, elle est toujours comme ceci, c'est-à-dire toujours en dessous de ces cordes. On regarde ça sur GeoGebra avant de faire la démonstration. Vous voyez ici la courbe. Alors, je peux faire varier évidemment A et B, mais à chaque fois, vous voyez, eh bien, vous pouvez remarquer la courbe sur la zone entre A et B, eh bien, la courbe est toujours dessous. Alors, ça marche avec x carré, ça marche. Alors, je vais placer d'autres fonctions. On va essayer par exemple l'exponentielle. On sait que c'est une fonction qui elle aussi est convexe. Et vous voyez, sur la courbe de la fonction exponentielle, elle a la même propriété. C'est-à-dire que quand vous reliez deux points de la courbe, eh bien, la courbe sur le segment AB, eh bien, elle est toujours en dessous. Et ça, c'est caractéristique des fonctions convexes. Donc exponentielle, x carré et bien d'autres. Donc les hypothèses de base, c'est que on va prendre une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i. On va considérer CF sa courbe dans un repère orthogonal. Et ensuite, on va prendre deux réels A et B dans notre intervalle i avec A strictement plus petit que B. Et on va considérer donc les deux points A, grand A et grand B, d'abscisse respective petit a et petit b. On est parti. On prend donc A et B, donc soit A et B, donc des éléments donc, de l'intervalle sur lequel f est deux fois dérivable, donc soit b de i avec a plus petit que b. Ça veut dire qu'effectivement, AB est un intervalle. D'accord ? Donc le point A, c'est le point de la courbe d'abscisse petit a, donc A pour abscisse petit a, et donc pour ordonner f de petit a. Et le point B a pour coordonnées petit b, f de petit b. Donc on va d'abord calculer le coefficient directeur, autrement dit la pente de la droite AB. Pour ça, vous savez que c'est donc f de b moins f de a sur b moins a. Et on peut faire b moins a parce que on a dit que a est strictement plus petit que b, donc a et b sont différents. D'accord ? Donc on a la pente. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la droite AB, eh bien, elle a une équation réduite, soit forme y égale donc f de b moins f de a sur b moins a, fois x, plus un coefficient p réel à déterminer. Pour déterminer petit p, bien on prend un point de la courbe, le point A appartient donc à
la droite AB. Ça veut dire que si je remplace y et x par les coordonnées de A, ça va marcher. Donc y, c'est f de A, va donc être égal à f de B moins f de A sur B moins A multiplié par l'abscisse de A, donc petit a plus B. Donc ici, ça veut dire quoi? Petite astuce, au lieu de mettre f de A à gauche, vous le mettez à droite. Ça permet d'avoir l'inconnu P tout de suite du côté gauche, pour ceux qui aiment bien. Donc ici, on va mettre égal f de A. Voilà. Donc on va se débarrasser de ce terme ici par soustraction. Ça veut dire que P est égal à, donc, moins f de B moins f de A sur B moins A fois petit a plus f de A. D'accord? Donc notre équation, on ne va pas trop la simplifier, elle va rester comme ça. Donc y égale f de B moins f de A sur B moins A, c'est notre pente, multiplié par x, moins f de B moins f de A sur B moins A, plus f de petit a, et j'oublie pas ici le petit a. Et si vous remarquez, on peut factoriser, on peut à la rigueur donner une forme un petit peu plus élégante, qui est donc y égale, alors on a toujours ici notre pente, qu'on met en facteur, donc en donc x moins a, fois x moins a, d'accord, plus f de petit a. Donc voici l'équation réduite avec laquelle on va travailler. Et maintenant, on peut passer à la question de la position relative entre la courbe de f et cette droite AB sur l'intervalle AB. Donc entre la courbe et la corde sur le segment AB. Donc pour ça, eh bien, on étudie le signe de, donc, on va l'appeler donc delta de x, une différence, qui sera donc f de x moins le membre droit de notre équation de droite. Donc c'est-à-dire f de b moins f de a sur b moins a. Oui, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de lettres. Vous allez voir que les calculs sont assez simples. Donc ici on fait attention, il n'y a plus cette h et un moins. Donc pour l'instant je vais mettre ici des crochets. On va les enlever tout de suite. Donc ça veut dire que notre différence c'est donc f de x moins donc f de b moins f de a sur b moins a fois x moins a moins f de a. Alors maintenant, il va falloir étudier le signe de delta. Alors si vous regardez un petit peu sur la courbe, ça c'est un exemple, hein, mais comment va être cette différence entre les deux courbes? Donc au début, les deux courbes se couplent, donc la différence doit faire 0. Donc on peut vérifier tout de suite. Si je calcule delta de A, ça doit faire 0. Effectivement, ça fait donc f de A moins, ici, alors il y aura A moins A, ça fera 0. Donc il va me rester justement f de A moins f de A, ça fait bien 0. Ça sera fait. Ensuite, en B là-haut, c'est pareil, les deux courbes se coupent, donc normalement, delta de B doit faire 0. Donc ça fait f de B moins f de B moins f de A sur B moins A, multiplié ici par B moins A. Moins f de A. On simplifie les B moins A, il me reste f de B moins, alors ici les parenthèses, f de B moins f de A moins f de A. Et bien si vous enlevez les parenthèses, tout ça, ça fait bien 0. Donc on trouve que delta de A et delta de B sont nuls. Et si on regarde un petit peu le dessin, qu'est-ce qu'on doit trouver comme variation pour delta? Au début, c'est nul. Ensuite, eh bien, vous voyez bien que ici, comme j'ai mis d'abord f, eh bien la différence va être négative. D'accord? Ça va être de plus en plus négatif jusqu'à un endroit et après ça va remonter. Donc a priori, on devrait trouver des variations pour delta qui sont décroissantes, croissantes, avec ici 0 et 0. Et vous voyez, avec des variations comme ça, on va réussir à démontrer que delta est toujours négative ou nulle. Et donc on aura réussi à montrer ce qu'on veut. Donc voilà, maintenant, eh bien on va dériver. On va dériver, et même on va dériver 2 fois pour essayer d'utiliser notre hypothèse f seconde. Ça, c'est des méthodes un petit peu qu'on apprend dans le supérieur, c'est qu'on doit utiliser au maximum les hypothèses du texte. Donc, l'hypothèse porte sur f seconde, on va aller chercher delta seconde. Alors déjà, avant de passer, on va d'abord calculer delta prime. Alors, delta, il est dérivable 2 fois, parce que vous avez du f qui est dérivable 2 fois, x moins a est dérivable 2 fois. Le reste, c'est des constantes. Donc, delta prime. C'est donc f prime. Moins, alors ici, ça, c'est ça, c'est constant, d'accord? Constante multiplicative, et on multiplie par x moins a, donc je dérive x moins a qui fait 1, il me reste uniquement ma constante. Donc il me reste f de b moins f de a
sur B moins A. Et ensuite, moins f de A, c'est une constante additive, donc elle disparaît. Voilà ma dérivée première de delta. Donc, je ne peux pas encore en dire grand-chose. Donc, je vais aller chercher delta seconde. Et je peux parce que f est 2 fois dérivable. Donc là, j'obtiens, et c'est ça qui est extraordinaire, ici, f seconde de x. Voilà. Et là, je vais utiliser mon hypothèse. Parce que l'hypothèse, c'est de partir du fait que f seconde est positive sur i, donc positive sur AB. Donc ici, hein, on vient de montrer que sur mon intervalle AB, comme sur i d'ailleurs, eh bien, f seconde est positive, donc delta seconde est aussi positive. Et comme delta seconde, c'est la dérivée de delta prime, eh bien, ça veut dire que delta prime est croissante sur l'intervalle AB qui m'intéresse. Donc maintenant, on va regarder un petit peu delta prime. Delta prime, donc c'est quelque chose de croissant. Et c'est là que je vais avoir besoin de cette égalité des accroissements finis qui n'est pas au programme de terminale, qui est au programme du supérieur. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette égalité? Eh bien, d'abord un dessin. Je vais tracer une courbe. Une courbe, une fonction qui n'est pas forcément croissante, voilà. Et j'ai mes 2 points, hein. Donc ici, un point A et un point B. Hein. Et je relie A et B. Donc je trace la corde, hein. D'accord, ou ce qu'on peut appeler la séquence, si je traçais toute la droite. Eh bien, si vous prenez une fonction continue sur AB fermé et dérivable sur l'ouvert, alors nous ici, ça sera tout sur des fermés parce que f seconde est positif sur tout l'intervalle. Donc f seconde existe, donc f est dérivable 2 fois, il n'y a pas de souci. Eh bien, ça veut dire qu'ici, vous pouvez trouver au moins une tangente dont la pente est exactement celle de AB. Par exemple, ici. Alors là, dans mon cas de figure, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs endroits où j'ai des tangentes parallèles à AB. Eh bien, ici, quelle que soit la courbe que vous tracez, qui serait continue dérivable comme il faut, eh bien, vous pouvez toujours trouver entre A et B un point en lequel, ici, la tangente a la même pente que la corde AB. Exemple, une autre courbe, hein, par exemple ceci, voilà. Eh bien, je prends ici le point A, le point B, ça c'est ma corde, eh bien je peux trouver un point, il sera à peu près ici, voilà. Ce point C pour lequel, eh bien ici, la tangente est parallèle à la berge. Je l'ai un petit peu raté, mais vous avez compris l'idée. Donc, je vais m'en servir dans cet exercice. Et je vais m'en servir donc sur AB, appliqué à F, et je peux dire qu'il existe un nombre C strictement entre A et B, tel que le nombre dérivé en C, c'est f de B moins f de A sur B moins A. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que dans ce cas-là, grâce à cette chose-là, donc, eh bien, pour ce nombre C, eh bien, delta prime vaut 0. D'accord? C'est justement l'idée. On a trouvé un endroit où delta prime s'annule. Et comme delta prime est croissante, ça veut dire que sur AC, eh bien, delta prime est donc négative. Alors, je vais mettre comme ça. Et sur CB, eh bien, delta prime est forcément positive. Donc, ici, delta prime étant négative, ça veut dire que sur AC, delta est croissante, décroissante. Delta décroissante. Et sur CB, eh bien, delta prime est positive, donc delta est croissante. Et on a presque fini parce que dans ce cas-là, donc sur AC, puisque delta est décroissante, eh bien, ça veut dire que delta x est donc forcément inférieur ou égal à delta A, d'accord, qui est égal à 0. Donc delta de x est toujours négatif ou nul sur AC. Et sur CB, eh bien, delta est croissante, donc sa première valeur, hein, la valeur la plus grande, pardon, c'est celle du bout, donc delta de x est plus petit que le delta de B, d'accord? Et delta de B, j'ai montré que ça faisait 0, donc ici, voilà, on a montré donc, eh bien, sur la réunion des deux, c'est-à-dire sur AB, delta de x est donc inférieur ou égal à 0. Et on a trouvé le signe de delta. Et donc, en termes de position relative, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, comme delta de x, c'est f de x moins, donc, le second membre de mon équation de droite, qui était l'équation des cordes,
plutôt des séquentes, hein. D'accord? Eh bien, ça veut dire que donc, la courbe de f, comme f de x moins cette chose est toujours négatif, hein, sur l'intervalle AB, eh bien, CF est toujours donc en dessous de sa corde sur l'intervalle AB. Pour répondre exactement à la question, donc ça veut dire que CF est toujours en dessous de la droite AB sur intervalle AB, donc en dessous de la corde sur intervalle AB. Conclusion de tout ça, comme j'ai choisi A et B quelconque dans I avec A plus petit que B, eh bien, conclusion, sur tout l'intervalle I, eh bien, on vient de montrer que F seconde positive impliquait que CF est en dessous de toutes ces cordes. Voilà, cet exercice, cette démonstration plutôt est terminée, hein. Alors une démonstration, je répète, vraiment hors programme de terminale parce qu'on a été obligé d'utiliser cette égalité des accroissements finis, hein, qu'on n'a pas démontré en terminale et qu'on ne connaît même pas d'ailleurs, hein, mais c'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs graphiquement, hein. Alors je vous mettrai des liens pour les démonstrations de cette égalité des accroissements finis, mais ça met en œuvre d'autres théorèmes, notamment ce qu'on appelle le théorème de Rolle, que vous verrez aussi l'an prochain, hein. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment des vidéos à destination des curieux, hein, qui veulent voir un petit peu ce qu'il leur attend à l'année prochaine. Voilà. En espérant que ça vous ait plu. À très bientôt.